Ah, voilà. OK. Alors, jour 3, on parle de la force de notre mindset d'athlète. Je rappelle l'importance de travailler son mindset d'athlète entrepreneurial parce que l'analogie entre l'athlète et l'entrepreneur, elle est très forte. Notre cerveau, ça s'entraîne. Mais la beauté de la chose avec le cerveau, c'est quand on l'entraîne assez, il ne revient pas en arrière. Mais si on entraîne ses biceps, puis maintenant on arrête, bien, à un moment donné, ça revient en arrière. On va perdre la masse. Tandis que notre cerveau est plastique, hein, la neuroplasticité, on va conserver nos acquis. Donc, ça, c'est un point excessivement important à se rappeler. Et hey, merci Estelle, salut, de la musique à tes oreilles, je suis contente que tu sois là. Et pour développer sa force, donc, hein, pour se développer des biceps mentaux, comme j'aime bien le dire, donc on va aller se créer un gros biceps mental à la Popeye. On va manger bien les épinards. Et pour vrai, les épinards sont très bons. Quand on va les bio, là, les épinards, les légumes feuillus verts foncés contiennent des vitamines, des minéraux, des nutriments qui sont excessivement bons pour le cerveau. Donc, à ajouter dans vos smoothies le matin, à consommer en plus grande. Oh, je suis allergique aux épinards. Mais lequel? Il y a lequel? Il y en a d'autres. Il y a les brocolis. Il y a toutes les feuilles, mettons, de tout ce qui est la bêta-carde. Donc, il y en a plein des légumes feuillus qu'on cuisine des fois moins, mais qui peuvent être vraiment pertinents. Donc, ça, c'est à ajouter. Et il y a aussi les petits fruits à la peau foncée. Mûr bleuet, par exemple. Donc, dans la pelure de ces petits fruits-là, il y a aussi des nutriments qui sont excessivement bons pour l'enveloppe cérébrale et le cerveau. Le chocolat noir aussi, de bonne qualité, très élevé. Alors maintenant, tout le monde a une excellente raison de manger du chocolat noir. On doit s'habituer au goût. Alors, dans la force, encore une parenthèse. Vraiment, là, ça, c'est ma signature, je pense, la parenthèse. Je trouve toujours qu'il y a des choses pertinentes à dire sur tout, mais là, arrêtez-moi. Mais tout est bon pour le cerveau. Ce que je vous dis, tout est bon pour le cerveau. Alors, on veut travailler la force de son mindset d'athlète parce que, évidemment, je suis partie du bicep à la Popeye, puis je suis partie dans les épinards, puis je me suis ramassée avec le chocolat noir. Hein? On a vu le lien ici. On veut se faire un bicep mental, on va avoir la force de notre mindset pour entrer dans l'action. Hein? Parce que hier, on a parlé de l'endurance. Dans le jour 2, on parle de l'endurance. Et parfois, pour entrer dans la création d'une habitude ou pour entrer dans l'action, on a besoin de force mentale. Cette force-là va se développer avec 3 piliers, puis je vous parle d'un petit bonus à la fin. Clarté, partenaire d'imputabilité et la confiance. Okay? Donc, on va tout de suite aller dans la clarté, puis je vous invite vraiment à poser vos questions au fur et à mesure. La clarté, c'est ultra important pour la raison suivante. Si on ne sait pas où on s'en va, on va être indécis dans les décisions qu'on a à prendre. Jusque-là, ça fait du sens. Mais ça se peut que ça change votre objectif. Ça se peut que ça change où vous voulez aller. Mais habituellement, il y a quelque chose qui nous habite et qui est là depuis très longtemps et qui va nous suivre tout au long de notre vie et qui va nous suivre tout au long de notre parcours. C'est juste que le médium qu'on va utiliser pour le véhiculer va être différent. Alors, un photographe va peut-être vouloir créer des... Je vais donner 3 exemples. Il va vouloir marquer les esprits par des images d'une rare beauté pour susciter l'émerveillement. Okay? C'est de rendre les choses magnifiques. Son but ultime dans la vie, qu'il soit peintre, photographe, ça peut être quelqu'un qui fait du design, dans toute sphère du design, mais son but ultime dans la vie, c'est de créer des moments d'émerveillement pour les gens, puis de créer des moments où, wow, on a les yeux qui brillent devant tant de beauté, ou devant ce spectacle. Un autre photographe va vouloir immortaliser les gens et leur parcours, par exemple, ou leurs exploits. Donc, ça va être de partager des exploits dans le monde et de faire connaître les gens sous cette forme-là. Donc, on peut penser à un photographe sportif. On a une autre personne qui va vouloir photographier, par exemple, les personnes âgées. Et j'ai une de mes clientes qui avait tellement un beau projet de révolutionner le signet mortuaire, le signet funéraire, puis de dire, on veut que les gens aient un souvenir de leurs aînés incroyable parce qu'ils sont
bien photographiés, puis on garde un beau souvenir d'eux. On veut conserver ces mémoires-là. Alors, vous voyez que dans les trois, on n'a pas le même but ultime, on n'a pas le même purpose in life. Hein? Puis là, je vais faire du name dropping, là, le why, etc. Donc, trouver son why. C'est important de trouver ce qui nous allume depuis qu'on est haut comme trois pommes, mais ce qui va nous allumer jusqu'à la fin de nos jours. Et par parenthèse, moi, je me suis posé la question. Je me rappelle très bien dans un événement de réseautage il y a 10-12 ans et me faire demander par la personne qui est en avant de moi, à toi, là, ta passion, ça doit être le cinéma. Parce que avant d'étudier au MIT en Neuroscience for Business, avant d'étudier en gestion à l'ESG, avant d'étudier en l'Institut de leadership, avant tout ça, j'avais un bac j'ai un bac en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Et ma réponse a été de dire non, j'ai pas de passion. Je suis retournée chez nous et j'ai dit à mon chum à l'époque, je me suis couchée, j'ai dit aïe, j'ai pas de passion. Je capote, j'ai pas de passion. Je n'étais pas capable de répondre à la personne, j'ai pas de passion. Et finalement, quand je me suis réveillée le lendemain matin, je me suis dit, ben non, j'en ai une passion. Moi, c'est les gens qui me passionnent. Je suis passionnée par les gens, par comment les gens fonctionnent. C'est pas pour rien que quand je suis rentrée à l'université, à la base, j'ai été en anthropologie avant de me retrouver en cinéma. Donc, le but ultime, il est important de savoir comment on est au service de l'autre. Puis là, vous pourrez regarder, là, je vous invite à regarder il y a plusieurs concepts. Il y a le BHAG, là, le Big, Hairy, Audacious Goal aussi. C'est comme un but, mais ça peut se rapprocher du purpose, but ultime, du why, de son pourquoi. C'est un trademark. Il y a aussi le why de Simon Sinek. Il y a aussi, vous pourrez regarder le Ikigai. C'est un concept japonais dans lequel vous allez retrouver toutes les sphères. Donc, ce avec quoi je peux faire de l'argent, ce avec quoi je peux être au service des autres, ce dans quoi je suis compétent et ce qui me passionne et ce qui donne ton Ikigai. Si je ne me trompe pas, c'est les sphères qui le composent. Alors, c'est important de connaître son but ultime dans la vie. Et une fois qu'on connaît ce qui nous allume, puis ce qui nous anime et comment on est au service de l'autre, et je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes clientes qui est langagière et on a travaillé ensemble son but ultime et elle lit entre les lignes. Elle n'a pas besoin de mots pour comprendre les gens et elle a toujours été à l'écoute. Et quand elle a été capable de mettre ses propres mots sur son but ultime dans la vie, c'était très émotif. OK? Donc, c'est essentiel à la clarté. Donc, ça, c'est un des paramètres. Plus c'est clair, plus vous avez votre but ultime, plus il est défini, plus il est dans votre langage, qui est exprimé par vos propres mots, plus c'est clair ici, OK? Plus vous êtes dans la clarté. Et vous avez la gestion des émotions. La gestion des émotions, ce qui se passe, c'est quand on est dans l'émotion négative, nos neurones, ils ont un masque comme ça, OK? Ils ont un petit loup, puis ils se promènent, puis ils ne savent pas où ils s'en vont, puis ils ne voient pas clair. Alors, j'imite la neurone qui se promène, qui ne voit pas clair, mais vous comprenez le concept qu'il y a des hormones qui sont sécrétées quand on est dans les émotions négatives. Il y en a une longue liste d'émotions négatives et on va avoir des émotions négatives. On va aller toucher à nos émotions négatives plusieurs fois par jour, par peur de, par-ci, par-ça. OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir une saine gestion de ces émotions, de comprendre notre processus émotionnel, de se voir dans nos émotions pour être en mesure d'avoir de la clarté. Le pire moment pour prendre une décision, c'est quand on est stressé et on est à côté au pied du mur. Parfois, on va devoir la prendre, la décision quand même. Sauf que ça va être très difficile. Donc, la clarté, c'est une combinaison de ton but ultime et la gestion de tes émotions pour avoir une direction où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, on travaille la force mentale avec ça. Et je fais une petite parenthèse ici. La gestion des émotions, c'est une des façons de penser développée dans le schéma de la Dr. Tara Swart, qui est aussi neuroscientifique et une psychiatre.
qui travaille maintenant, écoute, elle est Neuroscience Chief Officer dans les entreprises. Là. Pour moi, on est rendu à un autre niveau en neurosciences. C'est comme un PDG de la neuroscience, c'est comme un VP de la neuroscience dans les entreprises. Donc, on est rendu vraiment loin dans la neuroscience. Vous regardez, c'est une Anglaise. Si ça vous intéresse, je vous mets le nom ici, Tara Swart Bieber, mais pas mariée avec Justin Bieber. Voilà. Est-ce que c'est clair ici? Avez-vous des questions par rapport à... Et là, je ne peux pas vous expliquer en une heure comment on maîtrise la gestion de ses émotions, c'est quoi les trucs et tout ça, puis qu'est-ce qui va être plus difficile pour vous et pour un autre, là. Mais ça ici, ça va être apporter une attention particulière. Et le but ultime, c'est quelque chose qui se travaille aussi seul, mais habituellement, c'est un bon travail de questionnement aussi pour aller chercher l'information. Et dans tous les gens que j'ai coachés, c'est un processus qui n'est pas facile nécessairement. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Super. On continue? On s'en va. Pas de questions ici? Arrêtez-moi s'il y a quelque chose sur les réseaux aussi. Maintenant, on s'en va à la deuxième chose. Donc, pour avoir plus de clarté, on a besoin de travailler ces deux choses-là. La deuxième chose, c'est la confiance. Et je pense que c'est ici qu'on va passer un bon moment dans cette rencontre. L'estime de soi, la confiance en ses moyens, le syndrome de l'imposteur, c'est une partie qui nous habite. Et je me rappelle avoir écouté une vidéo de Guillaume Dulude, hein, Psychom, pour celles qui le connaissent, ceux et celles qui ne le connaissent pas, vous irez regarder. C'est un neuropsy. Il y a des sujets vraiment fascinants sur tous les aspects de la vie. Il va parler autant des animaux de compagnie, puis que des relations humaines, des relations de couple. Moi, je suis fascinée par cet homme. C'est vraiment intéressant ce qu'il partage comme contenu. Alors, je vous invite aussi à aller le voir. Il dit le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, mais c'est juste de dealer avec. Bon, je suis d'accord. On doit travailler avec notre syndrome de l'imposteur, on doit l'identifier, on ne doit pas le laisser gagner. Et je dirais, c'est tellement important de vérifier son discours interne, OK? Parce que là, c'est là que notre cerveau nous joue des tours. Parce que quand on a peur, il veut nous protéger. OK? Bon. Quand on a peur, le cerveau protège. Puis il nous dit des niaiseries. OK? Discours interne. Là, l'importance... j'ai un petit commentaire. Utiliser et maîtriser ses émotions comme une force pour atteindre ses rêves. Yes! 100%. Et ça ne veut pas dire devenir des robots, là. Hein? Attention, là, on est tous des êtres humains, on a tous des émotions. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre émotion, comment on la vit. C'est 100% correct. Il n'y a pas de robot ici. Okay? C'est normal de travailler nos émotions, mais de les utiliser pour nous propulser. Et puis, on peut déjouer notre cerveau. Donc, le cerveau, quand il a peur, puis il a peur pour des raisons là, qui sont propres à chacun d'entre nous. Okay? Des fois, il va avoir peur pour des choses qui semblent tellement banales pour une personne, puis pour l'autre, pas du tout. J'avais une conversation cette semaine avec un autre entrepreneur qui a passé une épreuve franchement difficile, OK? Cancer, mais tu sais, un cancer là, de... Tu sais, il y a eu le package au complet, OK? Tu jases, tu n'as aucune idée de son parcours. Alors, lui, une résilience, en tout cas, il a passé à travers une épreuve, puis quand son cerveau il a peur, il n'a pas peur pour la même chose que moi. Que moi, c'est ma peur. C'est moi, ma peur, c'est le rejet. Puis ça, je le sais maintenant. Alors, il y a d'autres gens, ça va être autre chose. Mais moi, je sais que la peur pas du jugement, la peur du rejet, elle est très forte. J'ai envie d'avoir un sentiment d'appartenance. Puis qu'est-ce que je fais quand j'ai peur du rejet? Je m'isole. Alors, mon cerveau veut me protéger, veut me dire isole-toi, tasse-toi, fais pas ça, pose des questions, es-tu correct, es-tu assez bien, etc. Wow! Il n'y a pas de danger ici, là. Pas de danger. Alors, dans cette optique-là, on doit regarder quand est-ce que notre cerveau veut nous protéger contre des choses qui ne sont pas réelles. Mélanie, elle partage une tranche de vie que j'ai souvent exprimé manquer de confiance en moi, en mes capacités, que mon syndrome d'imposteur était présent avec
conseil d'administration jusqu'à ce qu'un jour, ma super associée m'a dit de ne pas comprendre car elle ne trouvait pas que j'agis comme quelqu'un qui manque de confiance. J'ai réalisé que j'ai confiance, mais mon défi est de l'assumer. Wow! Wow! Ouais! Il y a cet aspect-là. Mélanie, tu touches à un point qui est franchement important. Un, c'est d'avoir confiance en ses capacités. Puis deux, c'est d'assumer qu'on est capable de le faire. Parce que je suis qui, moi, aujourd'hui, pour vous parler du cerveau? C'est souvent la question, mais oui, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Bien, tu es la personne qui a un parcours, qui a des compétences, qui a appris des choses et qui continue d'en apprendre, qui a de l'expérience et qui a une valeur ajoutée auprès de l'autre. Alors, c'est important que quand ton cerveau essaie de te protéger contre ben, je ne suis pas sûre que je suis capable, je ne suis pas sûre que j'ai les moyens, je ne suis pas certaine que, etc., etc. Ben, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas sûre que je suis assez bonne. Ben, je n'ai pas vraiment étudié là-dedans. Je n'ai pas un doctorat en neurosciences. Puis, mais il faudrait que j'aille faire un doctorat en neurosciences. Hey, wow! Un instant, est-ce que je suis capable d'aider les gens? Est-ce que je suis capable de vulgariser des concepts que j'ai appris dans des cours, que je suis capable de travailler à partir de mes compétences, mon expérience, poursuivre mon apprentissage continu et d'utiliser mon parcours pour aider les gens? Oui. Et si je suis capable d'aider une personne, je suis certainement capable d'en aider 100, 1000. OK? Donc, vous devez regarder, quand est-ce que votre cerveau il vous joue des tours et qu'il essaie de vous protéger en vous disant un discours interne négatif? Je ne suis pas assez bonne, j'y arriverai jamais, je n'ai pas assez d'études. Le diplôme, là, lâchez-moi avec vos diplômes, là. Il faut le dire, là. Lâchez-moi avec vos diplômes. Ce n'est pas ça qui fait de vous. C'est un papier. Vous avez appris des choses. J'ai un bac en études cinématographiques. Je veux dire, j'ai longtemps dit, hey, je ne dirais pas ça. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec un bac en cinéma? J'ai fait autre chose après. Oui, j'ai eu d'autres études. Oui, je suis allée parfaire mes compétences, mes connaissances. C'est important. Mais si je m'étais juste fiée à ça, au fait que mon bac principal, mon bac qui a été en études cinématographiques, mais c'est ce que j'ai le moins travaillé dans toute ma vie, ce que j'ai moins fait, bien, ça m'a développé d'autres compétences d'analyse, d'être en mesure de montrer l'humain, le documentaire, de choisir des sujets puis de venir les porter à l'écran pour avoir un impact sur les gens. Donc, toutes les compétences transversales qu'on peut prendre d'un apprentissage ou d'une expérience puis de l'amener dans une autre, c'est franchement important. Puis vous allez voir, c'est le genre de choses aussi qu'on parle en recrutement. Donc, d'aller chercher des gens dans des bassins où on ne s'attendait pas d'aller les chercher, mais on va les prendre puis on va les amener parce que leurs compétences vont pouvoir transférer dans le nouveau milieu. Puis actuellement, avec le bassin de main-d'œuvre qui est franchement réduit, c'est important d'aller dans des bassins qui sont moins utilisés. Puis pour ceux et celles qui sont dans des contextes d'embauche, vous irez voir, j'ai une capsule sur justement les défis de la main-d'œuvre actuelle, l'embauche, le recrutement, la rétention des employés. Avez-vous des questions là-dessus? Et là, il y a un exercice que vous pourrez faire. Hein? Ben, regarde, un cabinet, Karine qui partage qu'elle est en comptabilité, ses 2 meilleurs employés, en ce moment, ils arrivent d'un cabinet dentaire. C'est génial, là. Donc, compétences transversales. Regardez votre parcours. Retournez-vous, là, puis regardez en arrière tout ce que vous avez accompli, puis les choses que vous avez eu peur de faire, mais que vous avez fait pareil. Faites l'exercice de l'écrire. Alors, si vous écoutez ça en rediffusion, mettez ça sur pause. Écrivez votre parcours, ce que vous avez accompli depuis que vous êtes sorti de l'école ou même avant. C'est quoi vos compétences? Puis là, je ne veux pas savoir dans un domaine en particulier, c'est quoi vos compétences? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir, peu importe le domaine? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous continuez à apprendre? Et quelle est votre expérience? OK? Je pense que pour la confiance aussi, pour gagner en confiance, on doit arrêter son discours interne négatif. Et je ne veux pas sélectionner une nouvelle négatif, mais on doit aussi regarder l'addition de
notre parcours, nos compétences, notre apprentissage continu, notre expérience, puis notre volonté de faire ce qu'on est en train de faire. Si on se croit capable de faire une différence, il n'y a absolument personne qui va vous dire le contraire. Ça marche? Alors, avez-vous des questions sur cette partie-là, des partages, des choses que vous voudriez partager au groupe, des témoignages sur ce qui vous est arrivé? Vous pourrez écrire, vous pouvez laisser dans les commentaires, j'y reviendrai en temps et lieu. Alors, on a parlé de la clarté, on a parlé de la confiance, et là, on va aller partenaire d'imputabilité. Je n'ai pas de notes en dessous, vous allez voir, hein? On va juste jaser. Les partenaires d'imputabilité, ça a une importance capitale. Et je cherchais la citation tantôt, mais je l'ai en français, mais la citation originale est en anglais. C'est comme une loi. C'est ce qui est mesuré. Donc, ça veut dire on mesure par des objectifs. Donc, on veut voir est-ce qu'on atteint nos objectifs. Puis, dans nos objectifs, qu'est-ce qui est mesurable? Le pourcentage, En fait, ce qui est mesurable peut être amélioré. Mais ce qui est mesuré et rapporté est amélioré de façon exponentielle parce qu'il y a une imputabilité. Et l'imputabilité, c'est probablement le mot le plus important dans une entreprise parce qu'on veut rendre non seulement on est imputant pour des choses, on veut que nos employés, nos partenaires, notre équipe soit aussi imputable de certaines choses et prennent cette responsabilité-là parce que l'imputabilité, ça vient avec une responsabilité. Ça veut dire qu'on assume la responsabilité de quelque chose. C'est pas juste si je suis votre partenaire d'imputabilité et je l'ai été pour des centaines d'entrepreneurs, j'ai une responsabilité face à ça et c'est de dire je vais te renvoyer l'appareil puis je vais te challenger si tu n'arrives pas à respecter ton défi. Et pour être dans la force, le partenaire d'imputabilité est franchement important et il va améliorer de façon exponentielle de rentrer. Cette semaine, par exemple, je veux absolument, je vais vous donner un exemple à moi. OK? Puis là, vous êtes tous des partenaires d'imputabilité, alors vous allez savoir. J'ai une pyramide de l'efficience ultime que vous avez vue avec mes différentes strates, donc l'organisation, la productivité, l'efficacité, l'efficience. Et dans une de mes formations, il me reste 3 vidéos enregistrées par rapport à cette formation-là. Et je ne les fais pas. Je procrastine parce que là, j'ai mon défi, j'ai d'autres choses en ce moment. Alors, vous allez être tous mes partenaires d'imputabilité. Et cette semaine, je vais enregistrer mes 3 vidéos manquantes pour finaliser cette formation-là. Cette semaine, j'enregistre mes 3 vidéos pour finaliser ma formation sur l'efficience ultime. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, qu'est-ce que vous mettez de côté qui est un objectif que vous vous êtes donné et que vous n'avez pas encore fait? Alors, votre partenaire d'imputabilité, choisissez-le aussi avec soin. Une personne qui va comprendre votre réalité, une personne qui va être dans la bienveillance, une personne qui va être là pour vous accompagner dans les moments les plus difficiles, mais parfois aussi, un partenaire d'imputabilité, ça doit avoir une certaine distance pour ne pas avoir le nez collé sur l'arbre. Ça va jusque-là. Question sur les partenaires d'imputabilité. Ah, je vois Karine 5, 4, 3, 2, 1. Oui, effectivement, le 5, 4, 3, 2, 1, c'est super important aussi. Mais le partenaire d'imputabilité peut être le 5, 4, 3, 2, 1, ça peut être la feuille sur le frigo, ça peut être peu importe, mais encore là, encore plus puissant, une personne, un humain qui va vous donner l'appareil. Qu'est-ce que tu vas faire pour te rattraper? Hein? Manon, tu te rappelles le plan quand on disait qu'est-ce que je commence, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête? Ça, c'est important. Super. Mon petit bonus aujourd'hui pour vous, la gestion des émotions. Je veux vous parler de... Il y a un impact à chaque fois qu'on est dans une émotion négative ou une émotion positive. L'idée, c'est de se sortir le plus rapidement de l'émotion négative, pas parce qu'on ne veut pas la vivre, mais parce qu'on veut la gérer. OK? Puis on doit identifier les moments où les émotions négatives sont là pour être vécues ou
c'est notre cerveau qui nous joue un tour puis nous met dans le stress. Ben oui, j'ai fait une faute. Dans le stress, moi j'ai perdu le fil. Je recommence. Alors, est-ce que l'émotion, écoute, est-ce que l'émotion négative que vous êtes en train de vivre, elle est à être vécue maintenant? Ou est-ce que c'est votre cerveau qui vous joue un tour puis vous met dans une situation de stress ou de peur qui n'est pas nécessaire? OK? Alors, et c'est important parce qu'une des choses que notre corps fait, c'est qu'il réagit aux émotions. Et tantôt, je disais, il n'y a aucune pensée, tantôt, il y a 2 jours, il n'y a aucune pensée qui est dénouée d'émotions. Donc, elle peut être positive, négative, neutre. Et notre corps réagit à chacune de ces émotions-là. On réagit physiologiquement. OK? Donc, une émotion positive, on parle des papillons, de la sérotonine, l'endorphine, ça va bien, c'est le fun. Il y a une panoplie d'hormones, là je n'en nomme que 2, mais on va être dans un sentiment de bien-être, de légèreté, on va avoir le sourire, etc. Les émotions négatives vont engendrer aussi une accélération du rythme cardiaque, ça peut être des palpitations, on peut avoir les mains moites, on peut avoir un tremblement, on peut avoir une sensation de pression sur le corps. Donc, chaque émotion génère quelque chose. Et c'est pour ça que les polygraphes, le détecteur de mensonges existe et peut fonctionner dans certains cas. Et aussi, on sait qu'il y a une réaction de notre corps de stress. Si on a une réaction physique négative, ce n'est pas bon pour notre corps, ce n'est pas bon pour notre cerveau. Donc là, on peut induire notre cerveau en erreur. Si, par exemple, on est dans une émotion négative qui nous génère du négatif, on peut ouvrir notre cage thoracique. On peut travailler notre corps, notre respiration pour calmer l'émotion, ou on peut avoir notre discours, on peut arrêter notre discours interne de peur par l'écriture ou en parlant à haute voix. C'est important. Et là, ça va être, moi j'appelle ça le pep talk de cerveau. Et le pep talk de cerveau, ça commence par stop. Stop, cerveau. Il n'y a pas de danger. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je me suis fracturé la L5. OK? Donc, j'ai une micro-fracture d'une vertèbre et j'étais vraiment mal en point. Et bon, il y a peut-être 1 an, 2 ans après cette blessure-là, je suis en train de marcher mon chien et je commence à me sentir vraiment mal. Je commence à avoir une sensation de pression dans la poitrine, la boule dans la gorge. Je me dis, pourquoi c'est que je suis anxieuse de même en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis, voyons, il n'y a rien autour de moi, là. Ça veut dire l'anxiété, le stress vient de monter. Et là, à haute voix, stop, cerveau. Il n'y a pas de danger. Laisse-moi voir clair ce qui se passe. Ah, j'ai mal dans le dos, puis j'ai peur de perdre tout ce que j'ai rattrapé après ma blessure. Ah, c'est ça. Ah, mais là, en ce moment, j'ai un petit mal de dos, ça se peut, c'est normal. Donc, le stop cerveau, le pep talk de cerveau qui se fait à haute voix, ou si vous êtes dans un lieu public et vous n'avez pas avoir l'air de vous parler tout seul, vous pouvez prendre un crayon, un papier, stop cerveau. Votre téléphone, stop cerveau, il n'y a pas de danger. On se réveille la nuit en plein milieu avec une boule d'estomac, on n'est pas capable de stop cerveau, il n'y a pas de danger en ce moment, ce que tu es en train de faire, c'est inutile. Laisse-moi de la place pour voir clair. Laisse-moi de la place pour voir clair. Parce que non seulement tu es en train d'affecter mon corps, mais tout ce qui est négatif, là, ça n'a absolument aucun bienfait pour la santé. Ça draine mon énergie et ça risque de drainer celle des gens autour de moi. Donc, on veut pep talk de cerveau, on veut lui parler. Stop cerveau, qu'est-ce qui se passe avec cette émotion-là? De la surexcitation aussi, là. Ça s'en vient. OK, cerveau, là, laisse-moi respirer que je vois clair. Je veux voir. Alors, le stop est très important pour arrêter les pensées envahissantes, qu'elles soient négatives. Positives, on veut s'arroser, OK, de pensées positives. Donc, une autre chose qui va aider la gestion d'émotions, ça va être de tenir un journal de reconnaissance. Donc, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et ça va donner un boost au cerveau, de l'énergie pour aller dans le positif. Les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui, c'est mon live de ce matin parce que j'adore parler
de ce que je fais. Puis je suis vraiment contente de voir les gens qui se sont joints aujourd'hui. J'ai vraiment une belle connexion avec vous. Mais je suis contente d'avoir un toit au-dessus de ma tête, puis d'avoir une maison qui me garde au chaud. Puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir des amis et une famille que j'aime et qui m'aiment. Aussi simple que ça. Alors, sur ce, aujourd'hui, je vous laisse sur la citation suivante, qui est Your body hears everything your mind says. Alors, votre corps entend tout ce que votre cerveau dit, hein, que votre esprit dit, parce que c'est exactement la raison pour laquelle. Bye, Cynthia, bonne journée. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, c'est important de gérer ses émotions pour donner un break à son corps et c'est important de vérifier quand on doit vivre notre émotion, de la tristesse, de la peur, c'est correct. Puis quand est-ce qu'on doit dire à notre cerveau, ben stop, on va aller gérer ça d'une autre façon que juste de le vivre constamment dans une boucle. Avez-vous des questions? Et ça, cette combinaison-là, pour finir, d'avoir le partenaire d'imputabilité, de travailler sa confiance en ses moyens, son fameux imposteur et sa clarté, eh bien, ça va nous amener à faire grandir la force de notre cerveau. Je prends les questions. Moi, j'en aurais une par rapport à l'utilisation du calendrier et l'organisation. C'est un combat que j'ai tout le temps parce que j'aime faire les choses quand ça vient par elle. C'est plus facile pour moi. Par exemple, si j'ai un contenu à écrire de la créativité, souvent, ben, je vais me lever le matin et je vais avoir des idées. Mais là, c'est parce que c'est là que je les ai, c'est là que je suis dans ce bouillonnement-là. Là, je me suis mis des tâches administratives là. Je suis un peu coincée, tu sais, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va me popper, ça, tu sais. Okay. C'est comme si j'ai de la difficulté à avoir cette structure-là. Il y a quelque chose qui résiste parce que on dirait que j'ai un certain besoin aussi de ma spontanéité. Et là, je me planifie des moments pour être spontanée, tu sais, il y a une bataille. OK. Mais là, tu as 2-3 éléments là-dedans qui sont super intéressants. La première chose, c'est que tu as dit, le matin, j'ai beaucoup de créativité, puis ça bouillonne. Alors là, déjà là, il y a un indice de dire, est-ce que tu devrais te réserver un moment le matin où il n'y a rien à ton horaire? Puis à la limite, tu vas venir, si tu n'es pas en rédaction ou tu n'as pas d'idée, bien là, tu vas venir déplacer une plage le matin. OK? Donc, tu te laisses ce moment-là pour dire, mais il y a une façon de stimuler la créativité aussi. Hein? Il y a une façon de stimuler la créativité pour entrer dans l'action et être en train de rédiger. Ensuite, il y a aussi l'aspect, si tu as une idée, puis tu sais qu'est-ce que tu vas faire, prends-la en note. Elle ne va pas disparaître. Donc, tu la prends en note, puis tu y reviens. C'est correct de prendre le temps d'écrire ce que tu as en tête, puis d'y revenir après pour composer. Ben, l'affaire, c'est que souvent, je ne le fais pas. Tu sais, c'est que je vais y revenir parce que c'est comme si je suis dedans. Fait que quand je le note, j'ai de la difficulté à y revenir. Tu sais, c'est comme s'il faut que je le fasse quand ça vient. Et je ne sais pas si je suis en train de me compter des menteries, là, mais... Ben, non, mais il y a un aspect de la spontanéité qu'on ne veut pas tuer, non, pas du tout. Mais il y a aussi de dire comment je fais pour essayer de l'essayer. Dire, OK, je vais y revenir. Puis là, j'ai mes pistes. Ah oui, c'est vrai, je me remets dedans. Puis la créativité, ça revient. Hein? On peut la stimuler en faisant à peu près la même chose. Je vais juste fermer mon rideau parce qu'il n'y avait pas de soleil. Tantôt, là, il y en a, je suis en train de disparaître dans le mur. J'ai comme, je ne vois plus rien. Voilà. Voilà, c'est mieux. OK, donc là, alors à ce moment-là, si tu es spontané, puis là, tu as de la créativité, bien, ce que tu avais à ton horaire, déplace-le. Trouve-y une autre plage horaire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'air dans ton horaire. Faut qu'il y ait des places qui sont disponibles pour bouger les choses si tu rentres dans ta créativité de manière spontanée puis que tu es capable de déplacer les autres choses ou de tenter de revenir à... Parfois, ça arrive qu'on a des idées, puis on va y revenir plus tard, puis on va stimuler sa créativité d'une autre façon en rentrant dedans, puis en écrivant juste une phrase. Ah, j'ai commencé à écrire ma phrase. Tout, et ça va continuer. OK. Alors, il y a l'aspect de dire le matin, je vais stimuler la créativité, j'ai une idée, dictaphone, je vais la dire, puis je vais y revenir quand je vais avoir le temps aussi de la rédiger de la façon que je veux la rédiger.
ou un dossier dans lequel toutes tes idées sont présentes. Parce que c'est normal, nos idées n'arrivent pas quand on décide « Bon, j'ai-tu une idée là? » C'est normal de les prendre en note et d'y revenir. Moi, j'essaierais de dire « OK, je suis capable de le faire. » Essaie-le. Peut-être que réellement, tu es capable d'y revenir. C'est juste que tu ne t'es pas donné la peine de l'essayer assez fort pour revenir là-dedans. Mais il y a un momentum, ne perds pas ton idée. C'est comme en allant se coucher le soir, des fois, j'ai une idée. Ah, mon Dieu, je vais parler de ça demain. Je me l'écris, puis le lendemain, je retourne, puis je dis oui, OK. Puis là, je vais rajouter ça, puis je vais aller là, puis je vais faire ça. Donc, on peut. C'est l'idée globale qu'on veut garder. Puis un autre, par rapport à ces blocs d'organisation-là, c'est que souvent, j'ai de la difficulté ma collègue va rire, là, mais la durée que ça va prendre, ben, je me trompe souvent. Tu sais. Trop long ou trop court? Mélanie, s'il vous plaît. Non, mais ça prend toujours plus de temps. Ben, non, pas toujours, parce que des fois, je coche des affaires, je fais comme Caroline, j'aurais dû le faire avant, ça a été coché vite, mais j'ai de la difficulté à mettre le temps que ça va prendre. Puis là, ben, des fois, ça me prend déjà de l'énergie à mettre dedans. Fait que là, j'ai de la difficulté à arrêter ce que je suis en train de faire. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à respecter ces blocs-là, justement, parce que, tu sais, si je suis rentrée dans quelque chose qui prend beaucoup de temps, puis que, tu sais, j'avais prévu 2 heures, mais que ça m'en prend 4, ben, je vais rester dedans jusqu'à la fin parce que je suis dedans, là, tu sais, puis je ne veux pas être obligée de me remotiver à la refaire à un autre moment, tu sais. Puis moi, il y a une frustration à arrêter de faire quelque chose dans le milieu, puis être obligée de le déplacer ailleurs, là. Fait que, en tout cas, je te fais toutes sortes d'affaires. Je te toutes mes bugs avec l'horaire. C'est bon, c'est excellent. Bon, ben là, premier élément, toujours mettre 2 fois plus de temps. Pour te donner des paramètres. Pour que tu puisses voir comment ça rentre pour vrai dans ton horaire. Ou d'écrire réellement ce que tu as fait dans une journée. La phrase préférée de ma super partner, ça ne sera pas long à faire. En fait, prends le temps de reculer et de dire OK, j'ai toutes ces tâches-là, j'ai toutes ces actions-là à faire dans ce dossier-là, puis là, je vais les mettre. OK? Donc, et à ce moment-là, ce qui est important aussi, c'est la tâche fractionnée peut très bien fonctionner aussi parce qu'à un moment donné, on atteint un maximum de concentration. Si tu me dis, je fais 4 heures dans un dossier, là, non-stop, là, oui, mais ça va prendre des pauses quand même pour régénérer la réserve mentale. Puis je vois Isaac qui est comme oui en arrière. et de fractionner. Fait que tu as un dossier, puis il y a différentes actions à faire dans le dossier. Bien, tu peux les morceler déjà à la base. Comme ça, quand tu arrêtes ta tâche, tu n'as pas coupé ce que tu étais en train de faire. Tu savais que tu faisais action 1, 2 de ce dossier-là. Donc, si c'est par exemple, c'est bon, la rédaction, justement, la rédaction de publicité, de textes publicitaires, puis de visuels pour les publicités. Bien, aujourd'hui, je vais régler pour mon défi de mindset, je vais faire mes visuels, mes textes publicitaires. Je sais que pour mon outil gratuit, j'ai la même chose à faire, mais je vais le faire dans un autre bloc. Donc, il y a comme morceler la tâche dans ta production, dans tes blocs de production pour justement dire, bon, bien, j'ai fini mes 2 tâches là-dedans, puis quand je vais m'y remettre, je vais m'y remettre. Et les distractions, on n'en a pas parlé, là, mais les distractions, c'est les voleurs de temps, comme dit Isa, là, c'est excessivement drainant pour notre cerveau parce qu'une notification, un bip, un message ça peut nous prendre jusqu'à 15 minutes de se remettre dans un dossier. Donc, à éliminer complètement. Puis, tu sais, je suis 2 heures là-dedans, je suis 2 heures là-dedans. Puis, tu sais, la méthode Pomodoro fonctionne très bien aussi, d'aérer le cerveau entre-temps. Ça a été étudié, prouvé, utilisé. Fonctionne très bien. Donc, moi, je te propose d'essayer ça, la tâche morcelée. Okay. Merci. Karine? Ben, de rien. Juste méthode Pomodoro. Je l'ai pas l'écrit. Pomodoro. P-O-M-O. P-O-R-O. En cours d'épellation matin. Puis, tantôt, l'autre, c'était Guillaume Dulude. Oui, Guillaume Dulude. OK, c'était juste ça. Vraiment intéressant ce qu'il partage. Joanne, salut! J'arrive tout le temps plus tard, à la fin. Tu respectes ton cycle, c'est parfait. Ah ouais, c'est ça. Les premiers temps, je reste, je fais mon café, puis je t'écoute, en tout cas. Fait que je manque de clarté, je me dirais, vers ma clientèle cible.
c'est bien fou. J'arrive pas. Quand j'en parle à quelqu'un, ben, comme la semaine passée ou l'autre, j'ai fait mon plan marketing avec une personne qui m'a aidée. Mais on dirait c'est ça, elle me l'a mis un peu dans les mots. Elle m'a dit, ben écoute, tu as 2 clientèles cibles, tu as les jeunes, parce que j'aime ça faire des CV professionnels. Elle a dit ça, c'est les jeunes 25-35. Puis après ça, j'aime ça faire la rédaction de publications, etc. Mais en fait, je pense que c'est pas ça partout. J'ai pas tant que ça d'affinité, je dirais, avec les jeunes 25-30. On dirait que j'ai pas la même façon de parler qu'eux autres. Puis en fait, je pense que c'est plus les gens en affaires depuis peu, peut-être moins de 2 ans. Je veux les aider. Tu sais, mon but ultime, là, il est pas clair. Tu sais, on dirait que C'est je veux deux aider. choses, hein, le but ultime et la clientèle cible, mais là, mettons, par expérience, ton client, bref, là, tu sais, l'exercice, là, ce serait de prendre, moi, elle appelle la cible, vraiment pas, c'est pas tête à Papineau comme exercice, là, Oui. le nom que j'ai trouvé, hein, ça s'appelle la cible. Pas la cible. Alors, l'idée, là, c'est de prendre à la base, là, de trouver un client parfait pour toi, celui avec qui tu veux vraiment travailler ici. C'est qui? OK. Il s'appelle comment? Trouve une entreprise que tu connais ou un client que tu as déjà eu ou un client que tu aimerais avoir, puis que tu peux identifier l'entreprise, tu peux identifier l'entrepreneur. Tu te dis, ben, je ne sais pas. Et vraiment, ben, en fait, je l'ai dans ma tête, mais on dirait que je ne veux pas y aller parce que c'est peut-être compliqué. C'est mon cerveau qui me joue des tours. Oui. Mais moi, dans ma tête, c'est vraiment le client vraiment en démarrage d'entreprise, parce que quand j'ai fait mon cours en démarrage d'entreprise l'année passée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de besoins pour aider déjà les gens à, premièrement, écrire leur plan d'affaires. OK. Bien là, déjà en partant, là, mettons, Joanne, là, sans rentrer dans les détails, là, mais dans la piste de réflexion que je vais te proposer, c'est d'aller. Parce que des entreprises en démarrage, il y en a dans tous les domaines. Puis c'est peut-être pas tous les domaines qui vont t'intéresser nécessairement. Non, oui, c'est vrai. Je veux que tu mettes un nom précis. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui est en design commercial, puis elle adore faire des hôtels et des auberges. Alors pour elle, par exemple, l'Estérel, c'est son client idéal. Ça ne veut pas dire que c'est son client, mais elle part d'une base. Aussi, c'est le coffee shop du coin de la rue, ton client idéal, go. Si c'est la famille de Maryse et Sébastien que tu as rencontrés dans le coaching familial, puis que c'est eux ton client cible, bien, identifie là, toutes les caractéristiques qui viennent avec. Âge ou taille de l'entreprise. Là. Ça dépend si c'est une entreprise ou un individu, là, mais ça s'adapte dans les deux cas. Mais définis toutes les caractéristiques et tu vas l'avoir, ta clientèle cible. Ça va être des gens qui vont être directement dans ce créneau-là. OK. Et là, ça va devenir beaucoup plus clair. Fait que moi, j'aime bien parler d'un exemple qui existe déjà, de dire, je me promène dans la rue, puis je vois ce business-là, puis c'est lui mon client idéal, puis à partir de là, je bâtis tout le reste de son pedigree, quel âge, le revenu, etc. Dans quelle sphère d'activité. Puis après ça, ben, il y a les valeurs, puis il y a ci, puis ça, ainsi de suite. OK. Mais j'avoue que c'est dur à focusser ça, là, j'avoue, là, ça se fait-tu? Je pense que quand on est en démarrage, c'est probablement de ce que j'ai vu dans ma carrière, mettons, là, dans ma carrière de coaching, c'est la chose la plus difficile. OK. Parce que c'est la base de tout. Après ça, toutes tes communications, tout ce que tu fais, c'est t'arrimer avec cette clientèle-là. Donc, à un moment donné, c'est aussi un work in progress. À un moment donné, tu travailles avec des clients, là, puis tu dis, ça, j'ai vraiment aimé travailler avec ce client-là, puis je sais que j'ai donné énormément de valeur. C'est avec ce genre de client-là que je veux travailler. Donc, il y a l'expérience du client avec qui tu travailles qui va t'amener à peaufiner ta clientèle cible ou la modifier, mais la base, le secret, là, autant que le secret pour le cerveau, c'est comme dormir, puis toutes les autres affaires, là, le secret pour la clientèle cible, c'est d'en avoir juste une, bien précise, pour attirer exactement cette clientèle-là. Et c'est tough. On va en avoir une, deux, oui, mais je vais aider aussi ceux-là, puis je voudrais travailler avec eux autres. Ils vont venir pareil, ceux qui vont venir, puis qui vont vouloir travailler avec eux.
Mais à la base, ça en prend une, puis dire, ben moi, je travaille avec tel type d'entrepreneur, je travaille avec tel type d'entreprise, puis quand ils disent ces phrases-là, c'est là que je suis là pour les aider. OK, c'est bon. Fait Ben, que, écoute, bonne réflexion. c'est encore, oui, c'est ça, dans Ouais. mon cerveau, là, parce que j'ai aidé quelques personnes. Il y a des affaires que j'ai aimées. Puis je m'aperçois que j'aime beaucoup faire les visuels. Là, je me dis, mon Dieu, je fais de la rédaction, mais des fois, je tripe beaucoup, beaucoup sur le visuel. Fait que je me dis, ben, coudonc, en tout cas. Je comprends. Mais là, il y a de l'expérience aussi qui va venir éventuellement, mais au départ, de se concentrer sur une chose, ça va être très important. Puis après ça pourra se greffer à l'offre de service, par exemple. Mais dans ta zone, quand tu es dans ta zone, là, sois là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Karine, ta main était levée. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas descendue. OK. Super. Et je vous remercie vraiment pour aujourd'hui. Je vous envoie les liens pour la disponibilité de cet enregistrement-là aussi demain. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, Messenger, par Facebook. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci. Bonne journée.